Arrachés à leur mère, obligés de couper les ponts avec leur père, les métis des colonies étaient séparés du reste de la société. La décision a été prise en 1903 par le gouverneur général de l'Afrique occidentale française. Chaque grande ville de l'Empire devait fournir un espace. En Côte d'Ivoire, on les place dans ce bâtiment de Bingerville. Édouard Assamoah est l'un des rares Ivoiriens à avoir travaillé sur ce pan caché de l'histoire. Il a monté une association et il a écrit un livre pour attirer l'attention sur l'histoire de ce bâtiment, révélant à beaucoup la tragédie qu'ont vécue en ces lieux les premiers écoliers. Ces colons qui avaient des enfants avec les autochtones, il y avait des militaires, il y avait des gens qui travaillaient dans l'agriculture, qui venaient en mission là, qui étaient du passage. Et ces enfants étaient abandonnés ici en Côte d'Ivoire. On les recherchait. J'ai des témoignages où on allait les chercher dans les villages. Quand on envoyait on envoyait les gardes chercher, voir la famille et prendre l'enfant, l'envoyer à Bingerville. Je jouais dans la rue, je vois des gens, petit, viens. Il se dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ici, c'est mon village. Il dit, et ta maman? Maman est allée au champ. Ils sont venus me chercher pour aller à Bingerville, de force. Oui. À ce moment-là, je m'appelle Gérard, du nom du colon. On a changé mon nom. On dit, mais Gérard, c'est fini. Auprès de votre maman. Ils se sont retrouvés là. Chacun d'entre eux a dû comprendre qu'ils se retrouvent là parce qu'ils ont presque la même histoire. C'est le destin qui les a forcés à arriver là. Et ensemble, ils vont construire une nouvelle famille. André a été l'un des tout premiers pensionnaires de ce qui s'appelait à l'époque le foyer des métis. Placé dans l'ancien palais des gouverneurs de la colonie française, l'établissement accueillait les enfants des colons blancs avec des femmes africaines. Ce bâtiment-là, dans leur singularité d'orphelins, c'est ce palais-là qui représente tout ce qu'ils ont. Le palais sur la colline, voilà le foyer des métis. Ils ont tous les bras et joyeux, les yeux rieurs, les animés. Applaudissez-vous! Tous ici sont nés avant l'indépendance, quand le pays appartenait encore à la France. Ils ont été placés au foyer. Ils avaient alors le statut de pupilles de la nation. Mais chaque histoire a ses particularités et chaque histoire est un drame personnel. Mon histoire est différente parce que mon père était ce qu'ils appelaient un commandant de cercle, quelque chose comme ça. Et il passait son temps à faire des tournées à travers la Côte d'Ivoire. Et quand il est arrivé dans ma région, ma mère a été le cadeau de bienvenue qu'on lui a offert. Comme ça se faisait. Il arrive un blanc qui est responsable, on le reçoit, on l'accueille et on lui offre un cadeau de bienvenue, donc une femme. Et donc, leur histoire a duré 48 heures, d'après ce que ma mère m'a dit. Pensez donc, une pauvre villageoise, elle était très jeune, analphabète, se contentait de vendre ses légumes, qui se retrouve, tout ce qu'elle avait, c'était sa beauté, elle était très belle, et elle qui se retrouve tout d'un coup dans une situation aussi humiliante. Elle a préféré quitter le village quand j'avais 3 ans. C'est lourd à porter. Moi, par exemple, mon père, il était planteur à Gagnois. Il a pris ma mère à l'âge de 16 ans. Elle a vécu 10 ans. Il disait que ma mère ne faisait pas d'enfants. Au moment où il a vu en 1946 qu'elle était en grossesse, il a foutu dehors. Moi, je suis parti plusieurs fois en France, je pouvais le rechercher. Mais 2 fois dans mon cœur ici, je voulais l'assassiner. Non, mais c'est vrai. En créant le foyer des métis. Mais c'est nous envoyer à l'abattoir parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient déjà légalisé ce système. Faites des enfants et puis on va les mettre au foyer des métis. C'est tout. Moi, par exemple, je me considère comme une victime de la colonisation. Et il faut qu'on nous dédommage. Tout le monde. Et quand Philippe Meyer ressort les photos de famille, il en tremble de colère. Une dame garde le silence. Jeanne, 77 ans, en a pourtant lourd sur le cœur. C'est ici qu'elle est née, sur cette plantation de 2000 hectares, tout près du village de sa mère, qui était la domestique de l'un des plus grands propriétaires agricoles français du pays. Et la famille maternelle est toujours là,
prête à raconter une histoire que personne n'a écrite. Et lui, son grand-père, il était le chauffeur du gouverneur de l'époque. Et ma mère, qui avait un peu tapé dans l'œil, comme on dit vulgairement, au blanc, il avait souhaité avoir ma mère comme une femme pour passer le temps, parce que bon, autrefois, on ne peut pas dire que les colons se mariaient, c'était rare. Sous la contrainte des menaces, il a accepté de donner sa sœur. Et c'est comme ça que je suis née. Sa famille française l'avait placée au foyer des Métis à l'âge de 7 ans, une famille très aisée. Personne ne lui a jamais donné aucun détail sur cette famille paternelle, qui était pourtant l'une des familles françaises les plus connues de l'avant-guerre. Jeanne s'est aperçue très tard qu'elle n'est autre que la petite fille de Théodore Reynard, ancien député de Savoie, lié aux familles Camondo et Rothschild, propriétaires de villas et de châteaux. Loin des châteaux, dans la colonie Côte d'Ivoire, hommes et femmes étaient réquisitionnés pour travailler dans les plantations ou dans les infrastructures. Le travail forcé a duré jusqu'en 1946. Partout, les gardes coloniaux cherchaient des bras valides. Chaque village devait donner au moins 10 personnes. Et les colons s'appropriaient aussi des femmes pour s'occuper de leur maison. Elles tombaient souvent enceintes et étaient parfois contraintes d'avorter ou de changer de village. Sexe, race et colonie, le sujet est encore bien tabou dans l'histoire officielle française. Ces femmes de blanc étaient très appréciées, car elles permettaient, disait-on, d'éviter les maladies vénériennes. C'est en tout cas ce que conseillait le docteur Jacobus, un haut fonctionnaire colonial qui prétendait avoir 30 ans d'expérience en la matière. Publié en 1893, son ouvrage « L'amour aux colonies » a été réédité 37 fois. C'est une sorte de bréviaire raciale et sexuelle. D'abord pour expliquer à ces braves colonisateurs que ce qu'ils font aux colonies n'est en rien perturbant pour leur statut social s'ils ont une fiancée ou une épouse en France. Premier point, important. Vous ne trompez pas votre épouse en ayant comme concubine une jeune indigène. Deuxièmement, c'est une typologie raciale en fonction des populations. L'odeur, la corporalité, la peau, les pratiques sexuelles de chaque population. Et troisièmement, c'est une manière d'expliquer aussi comment s'y prendre. C'est une sorte de guide. Donc un jeune qui prend le bateau, il est déjà fabriqué dans sa matrice. Dans une France et une Europe corsetée à la fin du 19e, où le corps des femmes n'est pas visible, où quelque part il y a peu d'espace pour libérer, entre guillemets, sa sexualité, il sait déjà que là-bas ça va être possible. C'est ça les colonies. C'est ça que fabrique cette matrice. Elle fabrique en fait un espace, entre guillemets, paradis sexuel, qui est un enfer pour ceux qui le subissent, où le corps de l'autre, comme la terre, appartient en fait aux colonisateurs.